Imaginez que demain matin, vous supprimiez presque tous les aliments d'origine végétale de votre assiette. Plus de pain, plus de riz, plus de pâtes, plus de fruits, plus de légumes. Pendant plusieurs semaines, vous ne mangeriez pratiquement que de la viande, des œufs, du poisson et des graisses animales. Que se passerait-il réellement à l'intérieur de votre corps? Pour certains, cette expérience ressemble à une véritable renaissance. Ils racontent avoir retrouvé une énergie qu'ils pensaient perdue, perdu du poids sans avoir constamment faim, amélioré leur concentration, réduit certaines douleurs chroniques et même retrouvé un meilleur sommeil. Pour d'autres, le tableau est bien différent. Ils mettent en garde contre une hausse du cholestérol, un manque de fibres, des carences potentielles, des troubles digestifs ou encore des risques cardiovasculaires à long terme. Deux visions totalement opposées. Pourtant, elles parlent du même régime. Alors, qui a raison? Le régime carnivore est-il une révolution nutritionnelle capable de transformer notre métabolisme, ou s'agit-il d'une expérience biologique dont les conséquences restent encore largement débattues? La réponse est bien plus fascinante que le simple débat entre bon ou mauvais. Car dès les premières heures après le dernier repas riche en glucides, votre organisme comprend qu'il vient d'entrer dans un environnement complètement différent. Pendant des millions d'années d'évolution, le corps humain a développé une remarquable capacité d'adaptation face aux périodes où certains aliments devenaient rares. Mais cette adaptation mobilise presque tous les grands systèmes biologiques. Le foie change de mission, le pancréas modifie sa production hormonale, les muscles commencent à gérer leur énergie autrement, le cerveau découvre progressivement un nouveau carburant, les reins réorganisent l'équilibre des électrolytes. Même les milliards de micro-organismes qui vivent dans votre intestin doivent apprendre à fonctionner dans un univers alimentaire totalement nouveau. Autrement dit, le régime carnivore ne consiste pas simplement à manger davantage de viande, il oblige pratiquement tout l'organisme à revoir ses priorités. Et c'est précisément là que naissent les bénéfices rapportés par certains, mais aussi les difficultés rencontrées par d'autres. Car la grande question n'est peut-être pas de savoir si la viande est bonne ou mauvaise. La véritable question est de comprendre comment le corps réagit lorsqu'on retire presque entièrement l'une de ses principales sources d'énergie. Quels mécanismes permettent à certaines personnes de se sentir étonnamment bien? Pourquoi d'autres traversent-elles une période d'adaptation difficile? Que deviennent réellement le cholestérol, les hormones, le microbiote intestinal, les muscles, le cerveau et le cœur lorsque les glucides disparaissent presque complètement? Et surtout, que nous disent aujourd'hui les meilleures données scientifiques au-delà des témoignages spectaculaires et des débats passionnés sur les réseaux sociaux? Dans ce documentaire, nous allons suivre le voyage du corps humain étape par étape, depuis les toutes premières heures après le dernier repas riche en glucides jusqu'aux adaptations profondes qui peuvent apparaître après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous découvrirons pourquoi certains changements sont parfaitement attendus par la physiologie humaine, pourquoi d'autres restent encore controversés et quelles questions la science n'a toujours pas complètement résolues. Car comprendre le régime carnivore ne consiste pas simplement à observer ce qu'il y a dans l'assiette. Il faut surtout observer ce qui se passe, minute après minute, cellule après cellule, à l'intérieur du corps humain. Le moment où vous décidez de commencer un régime carnivore ne provoque pas une transformation instantanée. Pendant quelques heures, votre organisme continue de fonctionner comme il l'a toujours fait. Il utilise encore les réserves de glucose déjà présentes dans votre circulation sanguine et dans votre foie. À première vue, rien ne semble avoir changé. Mais en coulisses, une véritable course contre la montre commence. Depuis votre naissance, votre corps cherche constamment à maintenir un équilibre extrêmement précis. Parmi les nombreuses variables qu'il contrôle, la concentration de glucose dans le sang est l'une des plus importantes. Votre cerveau, vos globules rouges et de nombreux autres tissus dépendent de cet équilibre pour fonctionner correctement. Habituellement, chaque repas riche en glucides apporte une nouvelle réserve de glucose. Le pancréas détecte cette arrivée et libère de l'insuline. Cette hormone agit comme un chef d'orchestre, indiquant aux cellules qu'il est temps d'utiliser ou de stocker cette énergie. Mais lorsqu'aucun glucide n'arrive pendant plusieurs repas consécutifs, le scénario change complètement. L'insuline commence progressivement à diminuer. En parallèle, une autre hormone prend davantage d'importance, le glucagon. Si l'insuline est souvent décrite comme l'hormone du stockage, le glucagon joue un rôle presque opposé. Son objectif est d'empêcher que le taux de sucre dans le sang ne chute dangereusement. Pour cela, il envoie un message clair au foie. Il est temps d'ouvrir les réserves. Le foie répond immédiatement.
Il commence par puiser dans son glycogène, une forme de stockage du glucose construite après les repas précédents. On peut imaginer cette réserve comme une batterie de secours. Elle n'est pas immense, mais elle permet d'alimenter l'organisme pendant une courte période lorsque l'apport alimentaire change brusquement. Chez la plupart des adultes, cette réserve hépatique s'épuise progressivement en une journée environ. Parfois un peu plus selon le niveau d'activité physique, la quantité de glucides consommés auparavant et le métabolisme de chacun. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à ressentir les premiers effets. Une sensation de fatigue inhabituelle, des maux de tête, une impression de brouillard mental, parfois même une irritabilité difficile à expliquer. Ces symptômes poussent certains à croire que leur corps fonctionne moins bien sans glucides. En réalité, il se passe souvent tout le contraire. Votre organisme est en train de changer complètement de stratégie énergétique. Imaginez une ville entière dont la principale centrale électrique s'arrête progressivement. L'électricité ne disparaît pas pour autant. Les ingénieurs commencent simplement à mettre en route une seconde centrale, prévue depuis toujours mais rarement utilisée en permanence. Cette seconde centrale, c'est le métabolisme des graisses. Depuis des millions d'années, l'être humain a survécu à des périodes où les aliments riches en glucides étaient rares ou saisonniers. Pour faire face à ces situations, notre physiologie a développé une remarquable flexibilité métabolique. La capacité de passer d'un carburant à un autre selon les ressources disponibles. Lorsque les réserves de glucogène diminuent, les cellules graisseuses reçoivent un nouveau signal hormonal. Elles commencent à libérer des acides gras dans la circulation sanguine. Ces molécules deviennent progressivement une source majeure d'énergie pour de nombreux tissus, notamment les muscles, le cœur et le foie. Mais un problème apparaît rapidement. Tous les organes ne peuvent pas utiliser directement les acides gras. Le cerveau, par exemple, reste particulièrement exigeant. Même s'il représente seulement une petite fraction du poids du corps, il consomme une quantité considérable d'énergie chaque jour. Or, les acides gras traversent très difficilement la barrière hémato-encéphalique, cette frontière hautement sélective qui protège le cerveau. Le foie doit donc trouver une autre solution. C'est ici qu'intervient un des phénomènes les plus fascinants du régime carnivore. La production de corps cétoniques. À partir des acides gras, le foie fabrique de petites molécules appelées bêta-hydroxybutyrate, acétoacétate et acétone. Ensemble, elles sont connues sous le nom de corps cétoniques. Contrairement aux acides gras, ces molécules traversent facilement les barrières qui protègent le cerveau. Elles deviennent progressivement un carburant alternatif capable d'alimenter une partie importante de ses besoins énergétiques. Cette transition ne se produit pas du jour au lendemain. Au cours des premiers jours, le cerveau continue en grande partie de dépendre du glucose. Puis, au fil du temps, il apprend progressivement à utiliser davantage de kétones. Cette capacité est parfois appelée adaptation cétonique. C'est une étape essentielle, car elle explique en partie pourquoi beaucoup de personnes décrivent deux expériences très différentes au cours des premières semaines. Au début, elles peuvent se sentir fatiguées, moins performantes ou avoir des difficultés à se concentrer. Puis, après plusieurs jours ou plusieurs semaines, certaines rapportent une sensation de stabilité énergétique et une meilleure clarté mentale. Mais les kétones ne sont pas qu'une partie de l'histoire. Car malgré cette nouvelle source d'énergie, le corps ne peut jamais abandonner complètement le glucose. Certaines cellules, comme les globules rouges, ne possèdent pas les structures nécessaires pour utiliser les corps cétoniques. Elles dépendent toujours du glucose pour survivre. Alors comment continuer à produire du glucose sans manger de glucides ? C'est ici que le foie révèle une autre de ses extraordinaires capacités. Un mécanisme appelé gluconéogénèse. Son nom peut sembler complexe, mais son principe est étonnamment simple. Lorsque l'alimentation n'apporte plus suffisamment de glucose, le foie le fabrique lui-même. Il utilise différents matériaux déjà présents dans l'organisme, notamment certains acides aminés provenant des protéines, le glycérol libéré lors de la dégradation des graisses et dans une moindre mesure le lactate produit par certains tissus. Autrement dit, votre corps ne se contente pas de changer de carburant, il commence aussi à produire lui-même une partie du glucose dont il a encore absolument besoin. Cette adaptation énergétique entraîne également une autre conséquence importante. Lorsque les concentrations d'insuline diminuent durablement, les reins commencent à éliminer davantage de sodium et d'eau. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes perdent rapidement plusieurs kilos dès les premiers jours d'un régime très peu glucidique. Cette perte est spectaculaire. Pourtant, une grande partie de cette diminution initiale ne correspond pas à une perte de graisse corporelle. Elle provient surtout de la réduction des réserves de glycogène et de l'eau qui leur est naturellement associée. Chaque gramme de glycogène est stocké avec plusieurs grammes d'eau.
Lorsque ces réserves diminuent, cette eau est progressivement éliminée. C'est également pourquoi certaines personnes ressentent des étourdissements, une fatigue inhabituelle ou des crampes musculaires au début de cette transition. Dans beaucoup de cas, ces symptômes sont davantage liés au changement de l'équilibre hydrique et électrolytique qu'à l'absence de glucides elles-mêmes. Pendant ce temps, un autre organe commence aussi à modifier discrètement son comportement. L'intestin. Depuis toujours, il recevait un mélange complexe de fibres, d'amidon, de sucre, de protéines et de lipides. Désormais, son environnement change brutalement. La quantité de fibres chute fortement, certains groupes de bactéries intestinales voient leur principale source de nourriture disparaître, tandis que d'autres espèces deviennent progressivement plus actives. Ces transformations restent encore activement étudiées par les chercheurs et constituent aujourd'hui l'un des sujets les plus débattus concernant le régime carnivore. Mais ce n'est que le début. Car après les premières adaptations métaboliques, une question beaucoup plus surprenante apparaît. Pourquoi certaines personnes affirment-elles ressentir moins de faim, une énergie plus stable et parfois même une amélioration spectaculaire de leur bien-être, alors que sur le papier, elles viennent de supprimer une immense partie des aliments traditionnellement considérés comme indispensables? La réponse ne se trouve pas uniquement dans les kétones. Elle implique une véritable réorganisation des hormones, des signaux de satiété, de l'inflammation et du dialogue permanent entre le cerveau, les intestins et les cellules grasses. À première vue, cela semble presque paradoxal. Comment un régime qui élimine autant d'aliments peut-il ramener certaines personnes à déclarer qu'elles se sentent mieux qu'elles ne l'ont été depuis des années? Les témoignages abondent. Des personnes qui disent ne plus avoir constamment faim, qui décrivent une énergie plus régulière du matin jusqu'au soir, qui affirment mieux dormir, mieux se concentrer, avoir perdu du poids sans compter les calories, ou encore avoir vu diminuer certaines douleurs articulaires, problèmes digestifs ou inflammatoires. Face à ces récits, deux réactions opposées apparaissent souvent. Les uns y voient la preuve que le régime carnivore est supérieur à tous les autres considèrent ces témoignages comme de simples effets placebo. Mais la réalité est, une fois encore, beaucoup plus complexe. Car plusieurs mécanismes biologiques bien documentés peuvent effectivement expliquer une partie de ces améliorations. Cela ne signifie pas que tout le monde les vivra, ni qu'elles dureront forcément. Mais comprendre ces mécanismes permet de dépasser les opinions pour observer ce que fait réellement l'organisme. Le premier changement concerne une sensation que presque tout le monde connaît, la faim. Beaucoup de personnes commencent un régime en luttant continuellement contre leurs envies de manger. Quelques heures après un repas, elles ressentent déjà le besoin de grignoter. Pourquoi? La réponse ne dépend pas uniquement de la volonté. Elle repose sur un dialogue permanent entre plusieurs hormones et le cerveau. Parmi elles se trouve la gréline, souvent surnommée l'hormone de la faim. Produite principalement par l'estomac, elle augmente avant les repas et diminue normalement après avoir mangé. À l'inverse, d'autres signaux comme le peptide YP, la cholécystokinine et le GLP-1 contribuent à informer le cerveau que les besoins énergétiques sont couverts. Or, les aliments riches en protéines figurent parmi les plus puissants stimulateurs de ces hormones de satiété. Lorsque chaque repas contient une grande quantité de protéines animales, ces signaux peuvent rester actifs plus longtemps. Résultat, certaines personnes ressentent naturellement moins le besoin de manger entre les repas. Mais les protéines ne sont pas les seules responsables. Les graisses jouent elles aussi un rôle important. Contrairement aux glucides rapidement absorbés, elles ralentissent généralement la vidange de l'estomac. Les aliments restent plus longtemps dans le système digestif, ce qui prolonge la sensation de satiété. Il ne s'agit donc pas simplement d'une impression psychologique. Le rythme auquel l'organisme reçoit et traite les nutriments est réellement différent. À cela s'ajoute un troisième élément, la stabilité de la glycémie. Après un repas très riche en glucides raffinés, la glycémie augmente rapidement. L'insuline est alors libérée afin de faire entrer ce glucose dans les cellules. Chez certaines personnes, notamment celles présentant une résistance à l'insuline ou un prédiabète, cette régulation peut être moins efficace. Les variations de glycémie deviennent plus marquées, ce qui peut favoriser le retour rapide de la faim ou une sensation de fatigue après les repas. Avec une alimentation très pauvre en glucides, ces fluctuations diminuent souvent de manière importante. Le glucose sanguin reste généralement dans une plage plus stable au cours de la journée. Cette stabilité est fréquemment associée à une énergie plus régulière. Mais attention,
Une glycémie stable ne signifie pas automatiquement qu'un régime est optimal pour tout le monde. C'est simplement l'une de nombreuses conséquences prévisibles d'une réduction importante des glucides. Un autre phénomène intrigue particulièrement les chercheurs, la fameuse clarté mentale décrite par certains adeptes du régime carnivore. Beaucoup racontent qu'après quelques semaines, leur esprit semble plus calme, leur concentration meilleure et leurs pensées plus nettes. D'où pourrait venir cette sensation ? L'une des hypothèses concerne les corps cétoniques. Pendant longtemps, ils ont été considérés uniquement comme un carburant de recours. Aujourd'hui, les scientifiques savent qu'ils fonctionnent probablement plusieurs autres fonctions. Le bêta-hydroxybutyrate, l'un des principaux corps cétoniques, semble également agir comme une molécule de signalisation. Il influence certaines voies impliquées dans le stress oxydatif, le métabolisme énergétique et l'expression de nombreux gènes. Certaines études suggèrent aussi que les cétones fournissent au cerveau une source d'énergie particulièrement stable dans certains contextes. Cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi certaines personnes décrivent moins de fluctuations de concentration au cours de la journée. Mais cette amélioration n'est pas universelle. D'autres individus rapportent exactement l'inverse. Une baisse de performance intellectuelle, des difficultés de concentration ou une fatigue persistante. Ces différences rappellent une règle essentielle en nutrition. Deux organismes peuvent réagir très différemment à une même alimentation. Les chercheurs s'intéressent aussi à un autre acteur majeur, l'inflammation. L'inflammation est souvent mal comprise. Contrairement à une idée répandue, elle n'est pas toujours mauvaise. En réalité, il s'agit d'un mécanisme indispensable à la réparation des tissus et à la défense contre les infections. Le problème apparaît lorsque certains processus inflammatoires restent activés pendant de longues périodes. Dans certains cas, une alimentation très transformée, riche en sucres ajoutés et en calories excédentaires, peut favoriser cet état inflammatoire chronique chez certaines personnes. Lorsqu'une personne adopte un régime carnivore, plusieurs changements surviennent simultanément. Elle élimine généralement les boissons sucrées, les pâtisseries, les produits ultra-transformés, une grande partie des huiles industrielles et de nombreux aliments très riches en calories mais pauvres en nutriments. Si cette personne ressent ensuite une amélioration de son état général, quelle est la véritable cause ? Est-ce la viande, l'absence de glucides, la perte de poids, la disparition des aliments ultra-transformés ou une combinaison de tous ces facteurs ? C'est précisément ce qui rend la recherche si complexe. Les scientifiques doivent distinguer les effets du régime lui-même des effets liés aux habitudes alimentaires qu'il remplace. Cette distinction est essentielle, car attribuer tous les bénéfices uniquement à la viande serait une simplification excessive. Mais attribuer tous les bénéfices uniquement à la perte de poids le serait autant. Un autre changement passe souvent inaperçu. Les cellules adipeuses ne sont pas de simples réservoirs, elles produisent elles aussi des hormones. Parmi elles figurent la leptine et l'adiponectine. La leptine informe normalement le cerveau de l'état des réserves énergétiques. Chez certaines personnes souffrant d'obésité, cette communication devient moins efficace. Le cerveau reçoit moins bien le message indiquant que les réserves sont déjà suffisantes. Lorsque la masse grasse diminue progressivement et que le métabolisme s'améliore, cette communication peut évoluer. L'adiponectine, de son côté, est associée à une meilleure sensibilité à l'insuline et à plusieurs mécanismes métaboliques favorables. Ces modifications ne sont pas spécifiques au régime carnivore. On les observe également avec d'autres approches alimentaires lorsque la perte de graisse et l'amélioration de la santé métabolique se produisent. Encore une fois, le corps rappelle qu'il répond davantage aux changements physiologiques qu'au nom d'un régime. Pendant ce temps, un autre organe travaille silencieusement, le foie. Au-delà de la production de corps cétoniques, il devient une véritable plateforme énergétique. Il fabrique du glucose lorsque cela est nécessaire. Il transforme les acides gras, il participe au métabolisme du cholestérol, il gère les protéines absorbées à chaque repas. Rarement un organe n'assume autant de responsabilités simultanément. Cette activité intense explique pourquoi le foie est souvent considéré comme le centre logistique du métabolisme humain. Mais toute cette réorganisation possède un coût. Car pendant que certains systèmes gagnent en efficacité, d'autres doivent apprendre à fonctionner dans un environnement entièrement nouveau. L'intestin reçoit beaucoup moins de fibres. Le microbiote change progressivement de composition. Les reins gèrent un équilibre différent en eau et en minéraux. Le métabolisme du cholestérol évolue parfois de manière spectaculaire. Et c'est justement à ce moment que commencent les plus grandes controverses scientifiques autour du régime carnivore.
Pourquoi certaines analyses sanguines montrent-elles une forte augmentation de LDL chez certains individus, alors que d'autres présentent simultanément une amélioration des triglycérides et de HDL? Comment interpréter ces résultats apparemment contradictoires? Pour répondre à cette question, nous devons maintenant quitter le domaine des bénéfices ressentis pour explorer les compromis biologiques que cette alimentation impose à l'organisme. Car aucune adaptation physiologique n'est totalement gratuite. Et certaines des plus importantes commencent précisément là où beaucoup de témoignages s'arrêtent. Jusqu'à présent, nous avons surtout exploré les mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi certaines personnes se sentent mieux après être passées à une alimentation exclusivement animale. Mais toute adaptation biologique possède un prix. Dans le corps humain, il n'existe pratiquement jamais de solution qui améliore tout, partout, en permanence. Lorsqu'un système gagne en efficacité, un autre doit souvent s'ajuster. Et c'est précisément ce qui rend le régime carnivore si fascinant d'un point de vue scientifique. Il ne modifie pas seulement ce que vous mangez, il oblige pratiquement chaque organe à apprendre une nouvelle façon de travailler. Le premier à devoir s'adapter est probablement celui auquel on pense le moins, votre intestin. Pendant toute votre vie, les milliards de bactéries qui composent votre microbiote ont reçu un mélange extrêmement varié de nutriments. Des fibres, des amidons résistants, des sucres complexes, des polyphénols provenant des fruits et légumes, des protéines, des lipides. Ensemble, ces substances entretenaient un écosystème incroyablement diversifié. Mais lorsque l'alimentation devient presque exclusivement animale, cet environnement change radicalement. Pour de nombreuses bactéries, la principale source d'énergie disparaît presque complètement. Certaines espèces diminuent progressivement, d'autres deviennent plus abondantes. Ce phénomène est parfaitement normal. Le microbiote n'est pas un organe figé, c'est un écosystème vivant qui s'adapte continuellement à ce que nous mangeons. La véritable question est donc la suivante, cette nouvelle composition est-elle meilleure, moins bonne ou simplement différente ? À l'heure actuelle, la science ne possède encore aucune réponse définitive. Les chercheurs savent que les fibres alimentaires servent de nourriture à certaines bactéries capables de produire des molécules appelées acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Le butyrate joue plusieurs rôles importants. Il constitue une source d'énergie privilégiée pour les cellules du côlon. Il participe au maintien de la barrière intestinale. Il semble également intervenir dans certaines voies liées au système immunitaire et à l'inflammation. Lorsque les apports en fibres diminuent fortement, la production de ces molécules peut elle aussi diminuer. Cependant, la situation est plus complexe qu'elle n'en l'air. Certaines recherches suggèrent que d'autres populations bactériennes peuvent devenir plus actives dans un environnement riche en protéines et en lipides. Le microbiote ne disparaît pas donc, il change. Et les conséquences à très long terme de cette nouvelle organisation restent encore activement étudiées. C'est précisément pour cette raison que les scientifiques évitent généralement les affirmations absolues. Le microbiote est probablement l'un des domaines les plus complexes de toute la physiologie humaine. Pendant que les bactéries intestinales se réorganisent, le système digestif, lui aussi, adapte son fonctionnement. L'estomac produit de grandes quantités d'acide chlorhydrique afin de faciliter la digestion des protéines. Le pancréas augmente la sécrétion de certaines enzymes digestives. La vésicule biliaire libère davantage de bile pour permettre la digestion des graisses. Autrement dit, tout le système digestif modifie progressivement son organisation afin de traiter un profil alimentaire complètement différent. Chez certaines personnes, cette transition passe presque inaperçue. Chez d'autres, elle s'accompagne de plusieurs semaines de troubles digestifs. Constipation, diarrhée, ballonnement, modification de la fréquence des selles. Pourquoi de telles différences ? Parce que chaque organisme possède une histoire différente. Les habitudes alimentaires passées, le microbiote initial, l'âge, le niveau d'activité physique, les traitements médicaux, le sommeil, le stress. Tous ces éléments influencent la vitesse avec laquelle l'intestin parvient à s'adapter. Puis, un autre organe entre discrètement en scène, les reins. Leur rôle est souvent réduit à la filtration du sang. En réalité, ils remplissent une mission bien plus vaste. Ils contrôlent en permanence l'équilibre entre l'eau, le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium et de nombreux autres minéraux indispensables au fonctionnement cellulaire. Lorsque l'insuline diminue durablement, comme c'est le cas avec une alimentation très pauvre en glucides, les reins retiennent moins efficacement le sodium. Ils en éliminent davantage dans les urines.
l'eau suit naturellement ce mouvement. C'est pourquoi les premières semaines s'accompagnent d'une perte hydrique importante. Cette adaptation explique également certains symptômes bien connus: fatigue, étourdissement, crampes musculaires, faiblesse, palpitations chez certaines personnes. Pendant longtemps, ces manifestations ont été interprétées comme une preuve que le cerveau avait besoin de glucose. Aujourd'hui, les chercheurs savent qu'une partie importante de ces symptômes peut simplement refléter un déséquilibre temporaire des électrolytes. Le problème n'est pas toujours le manque de glucose. Il peut agir aussi d'une perte de sodium, de potassium ou de magnésium plus importante que prévu. Cette nuance est essentielle, car elle montre une nouvelle fois que plusieurs mécanismes biologiques peuvent produire des symptômes très similaires. Les protéines, elles aussi, soulèvent de nombreuses interrogations. Un régime carnivore est généralement riche en protéines. Pendant longtemps, une idée s'est largement répandue: manger beaucoup de protéines fatigue forcément les reins. Mais cette affirmation mérite d'être précisée. Chez une personne présentant une fonction rénale normale, les données scientifiques actuelles ne montrent pas de preuves solides qu'une consommation élevée de protéines provoque elle seule une maladie rénale chronique. En revanche, chez les personnes souffrant déjà d'une insuffisance rénale ou de certaines maladies des reins, les recommandations médicales peuvent être très différentes. Autrement dit, le contexte médical individuel est déterminant. Le même régime peut être bien toléré chez une personne et inadapté chez une autre. Le foie, lui aussi, poursuit son intense activité. En transformant continuellement les protéines alimentaires, il produit naturellement de l'urée. Cette molécule permet d'éliminer l'azote issu de métabolisme des acides aminés. Plus l'apport en protéines augmente, plus ce système est sollicité. Chez un individu en bonne santé, cette adaptation est généralement bien gérée. Mais elle illustre une nouvelle fois que le régime carnivore modifie progressivement plusieurs grandes voies métaboliques en parallèle. Puis vient une question qui inquiète souvent les sportifs. Que deviennent les muscles lorsqu'on ne consomme presque plus de glucides ? Au début de la transition, de nombreuses personnes constatent une baisse de leur performance lors des exercices très intenses. Ce phénomène est parfaitement logique. Les efforts explosifs, comme les sprints, les séances de musculation très lourdes ou les sports nécessitant des accélérations répétées, utilisent principalement le glycogène musculaire. Or, lorsque les glucides deviennent très rares, ces réserves diminuent généralement. Le corps apprend progressivement à utiliser davantage les graisses pendant les efforts prolongés. Mais cette adaptation ne remplace pas totalement le rôle du glycogène dans toutes les formes d'exercice. C'est pourquoi certains athlètes spécialisés dans les sports d'endurance rapportent une bonne adaptation après plusieurs semaines. À l'inverse, certains pratiquants de disciplines très explosives constatent une baisse d'alourdis de leur performance. Encore une fois, le contexte est essentiel. Le type d'activité physique peut modifier profondément l'expérience vécue. Puis apparaît une autre interrogation. Que deviennent les vitamines et les minéraux ? Beaucoup imaginent qu'un régime composé uniquement d'aliments animaux conduit inévitablement à de nombreuses carences. La réalité est plus nuancée. Les aliments d'origine animale sont particulièrement riches en protéines complètes, vitamines B12, R héminique, zinc, sélénium et quelques autres micronutriments hautement biodisponibles. En revanche, certains nutriments méritent une attention particulière selon les aliments réellement consommés. Par exemple, la vitamine C est présente en faible quantité dans la plupart des viandes, mais elle n'est pas totalement absente de tous les aliments animaux. Les abats, certains poissons et quelques produits animaux en contiennent de petites quantités. De plus, lorsque l'apport en glucides est très faible, les besoins physiologiques en vitamine C pourraient être influencés par des mécanismes de compétition cellulaire avec le glucose. Cette hypothèse est étudiée, mais elle ne permet pas de conclure que les besoins deviennent négligeables. De la même manière, les apports en calcium, en folate ou en certains autres micronutriments dépendent fortement de la composition exacte du régime. Un régime carnivore très varié, incluant différents types de viande, poissons, œufs et éventuellement des abats, n'apporte pas le même profil nutritionnel qu'un régime reposant presque exclusivement sur quelques morceaux de viande. C'est une distinction souvent oubliée dans les débats publics. On parle du régime carnivore comme s'il existait une seule version. En réalité, plusieurs pratiques très différentes portent le même nom. Certaines sont relativement diversifiées, d'autres sont extrêmement restrictives. Et cette différence peut influencer de nombreux résultats biologiques. À ce stade, une évidence commence à apparaître. Le régime carnivore ne consiste pas simplement à supprimer les glucides.
Il redessine progressivement les priorités de presque tous les grands systèmes physiologiques. Le cerveau, le foie, les reins, les muscles, l'intestin, le système hormonal. Tous travaillent désormais selon de nouvelles règles. Mais il reste un acteur majeur que nous n'avons presque pas évoqué. Celui qui alimente probablement le plus grand débat autour de cette alimentation. Le cholestérol. Pourquoi certaines personnes voient-elles leur LDL augmenter fortement alors que leurs triglycérides diminuent et que leur HDL s'améliore? Comment est-il possible que des marqueurs paraissent évoluer dans des directions opposées? Et surtout, que signifient réellement ces résultats lorsqu'on les replace dans le contexte de la physiologie humaine et des connaissances scientifiques actuelles? S'il existe un sujet capable de transformer une simple discussion sur le régime carnivore en un débat passionné, c'est bien celui du cholestérol. Pour certains, une augmentation du cholestérol LDL est la preuve immédiate que ce mode d'alimentation est dangereux. Pour d'autres, ce chiffre n'a presque aucune importance. Deux positions radicalement opposées. Pourtant, la réalité biologique est bien plus complexe que ce que peut résumer une seule valeur inscrite sur une prise de sang. Avant de comprendre pourquoi les résultats changent parfois de manière spectaculaire, il faut revenir à une idée fondamentale. Contrairement à une croyance très répandue, le cholestérol n'est pas une substance étrangère que l'on introduit simplement en mangeant. Votre organisme en fabrique lui-même chaque jour. En réalité, la plus grande partie du cholestérol présent dans votre corps est produite par le foie. Pourquoi? Parce que le cholestérol est indispensable à la vie. Chaque cellule de votre organisme en contient. Il participe à la structure des membranes cellulaires, il intervient dans la fabrication de nombreuses hormones, notamment les hormones sexuelles et le cortisol. Il est également nécessaire à la production de la vitamine D et des acides biliaires qui permettent de digérer les graisses. Sans cholestérol, aucune cellule humaine ne pourrait fonctionner normalement. Le problème n'est donc pas le cholestérol lui-même. Le véritable enjeu concerne sa circulation dans le sang. Car le cholestérol ne voyage jamais seul. Étant insoluble dans le sang, il doit être transporté par de petites particules appelées lipoprotéines. C'est ici que commencent les célèbres acronymes LDL, HDL, VLDL. Mais ces termes sont souvent simplifiés à l'extrême. On entend fréquemment que le LDL serait le mauvais cholestérol et le HDL le bon cholestérol. Cette formulation est pratique, mais elle est aussi incomplète. En réalité, ni le LDL ni le HDL ne sont du cholestérol. Ce sont des véhicules. Imaginez un immense réseau routier. Le cholestérol représente la marchandise, les lipoprotéines sont les camions qui transportent cette marchandise d'un endroit à un autre. Le LDL distribue principalement le cholestérol vers les différents tissus. Le HDL participe davantage à son retour vers le foie. Ces deux systèmes remplissent donc des fonctions parfaitement normales. La question devient alors, pourquoi le LDL inquiète-t-il autant les chercheurs? Parce que de très nombreuses études menées au cours des dernières décennies montrent qu'une augmentation élevée de certaines particules LDL est associée à un augmenté risque d'athérosclérose. L'athérosclérose correspond à l'accumulation progressive de dépôts lipidiques dans la paroi des artères. Au fil des années, ces plaques peuvent réduire la circulation sanguine ou devenir instables. Lorsqu'une plaque se rompt, elle peut favoriser la formation d'un caillot responsable d'un infarctus du myocarde ou d'un accident vasculaire cérébral. Mais là encore, la réalité est plus nuancée qu'il n'y paraît. Toutes les particules LDL ne se comportent pas exactement de la même manière. Les chercheurs distinguent notamment différentes tailles et concentrations de particules. Certaines données suggèrent que les petites particules LDL, plus nombreuses et plus denses, pourraient être particulièrement impliquées dans certains mécanismes athérosclérotiques. Cependant, un autre indicateur attire aujourd'hui beaucoup l'attention des scientifiques. Il s'agit de l'ApoB. Chaque particule LDL transporte une molécule d'ApoB. Autrement dit, mesurer l'ApoB revient à estimer le nombre total de particules potentiellement impliquées dans le transport du cholestérol. Pour de nombreux spécialistes, cet indicateur fournit parfois une information plus pertinente que la simple concentration de LDL mesurée en milligrammes par décilitre. C'est pourquoi deux personnes présentant un LDL similaire peuvent avoir des profils cardiovasculaires différents. Le nombre de particules, leur taille, leur interaction avec la paroi artérielle et l'ensemble du contexte métabolique comptent également.
Alors, que se passe-t-il lorsqu'une personne adopte un régime carnivore? Chez beaucoup d'individus, plusieurs changements apparaissent très rapidement. Les triglycérides diminuent souvent. Le HDL augmente fréquemment. Ces deux évolutions sont généralement considérées comme favorables sur le plan métabolique. Mais chez certaines personnes, le LDL augmente également. Parfois légèrement, parfois de manière spectaculaire. C'est précisément ce phénomène qui alimente une grande partie des controverses actuelles. Pourquoi cette augmentation ne touche-t-elle pas tout le monde? Les chercheurs pensent que plusieurs facteurs interviennent simultanément. La génétique, la composition exacte du régime, la quantité totale de graisses saturées consommée, le niveau d'activité physique, la masse grasse, la sensibilité à l'insuline, le poids corporel et probablement d'autres mécanismes encore mal compris. Un groupe particulier attire aujourd'hui beaucoup l'attention des scientifiques. Il s'agit de certaines personnes très minces, physiquement actives et métaboliquement en bonne santé qui développent malgré tout une augmentation très importante du LDL après une alimentation très pauvre en glucides. Le mécanisme exact fait encore l'objet de recherches. Une hypothèse propose que chez ces individus, l'organisme mobilise davantage les lipides comme carburant quotidien. Le foie produirait alors davantage de particules chargées de transporter ces graisses dans l'organisme. Cette hypothèse est biologiquement plausible, mais elle ne répond pas à la question la plus importante. Cette augmentation du LDL entraîne-t-elle à long terme le même niveau de risque cardiovasculaire que dans d'autres contextes? À ce jour, la réponse reste incomplète. Les données existantes sur plusieurs décennies chez les personnes suivant strictement un régime carnivore sont encore limitées. Autrement dit, certains mécanismes sont bien compris, certaines observations sont solides, mais plusieurs questions importantes restent ouvertes. C'est précisément ce que la science honnête doit reconnaître. Reconnaître les limites des connaissances n'est pas un signe de faiblesse, c'est le fondement même de la méthode scientifique. Pendant ce temps, un autre acteur poursuit discrètement son travail, l'endothélium. Ce mot n'est rarement mentionné dans les discussions sur la nutrition. Pourtant, il désigne une fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de tous les vaisseaux sanguins. Longtemps considéré comme une simple paroi, l'endothélium est aujourd'hui reconnu comme un véritable organe fonctionnel. Il régule la dilatation des artères, il participe au contrôle de la coagulation, il influence l'inflammation, il communique avec les cellules immunitaires et il joue un rôle majeur dans la santé cardiovasculaire. L'état de cet endothélium dépend de beaucoup de facteurs. La pression artérielle, le tabagisme, le diabète, l'activité physique, le sommeil chronique, la qualité globale de l'alimentation et bien sûr le profil lipidique. Autrement dit, réduire toute la santé cardiovasculaire à un seul biomarqueur reviendrait à essayer de comprendre le fonctionnement d'un avion en observant uniquement la pression de ses pneus. Le système est infiniment plus complexe. Il faut également tenir compte de la glycémie, de l'inflammation chronique, du poids corporel, de la composition des particules lipidiques, de la pression artérielle, des antécédents familiaux, de l'âge, du mode de vie. Tous ces éléments interagissent permanemment. C'est pourquoi les médecins évaluent généralement le risque cardiovasculaire dans son ensemble plutôt qu'à partir d'un seul biomarqueur. Cette approche globale est particulièrement importante lorsqu'une personne adopte un régime aussi différent que le régime carnivore. Les analyses sanguines deviennent alors des outils de suivi. Elles permettent d'observer comment chaque organisme répond individuellement. Car deux personnes peuvent suivre exactement le même régime. L'une verra son LDL très peu changer, l'autre observera une augmentation importante. Une troisième améliorera plusieurs marqueurs tout en restant parfaitement asymptomatique. Cette variabilité rappelle une vérité essentielle de la biologie humaine. Nous partageons les mêmes mécanismes fondamentaux, mais nous ne les exprimons jamais exactement de la même manière. À ce stade du documentaire, une conclusion importante s'impose. Le débat sur le cholestérol n'oppose pas simplement ceux qui ont raison à ceux qui ont tort. Il reflète surtout un domaine où certaines connaissances sont solides, tandis que d'autres évoluent encore au rythme des nouvelles recherches. Mais après avoir exploré les bénéfices potentiels, les compromis biologiques et les controverses cardiovasculaires, il reste une dernière question, la plus importante de toutes. Le régime carnivore est-il réellement une bonne idée? Et surtout, pour qui? Car une intervention nutritionnelle peut être bénéfique dans certaines situations, peu adaptée dans d'autres, voire déconseillée pour certaines personnes. Pour répondre à cette dernière question, il faudra réunir toutes les pièces du puzzle que nous avons découvertes jusqu'à présent.
Après avoir observé le fonctionnement du cerveau, du foie, des muscles, des reins, des intestins et du système cardiovasculaire, une chose devient évidente. Le régime carnivore ne peut pas être résumé par un simple verdict. Il n'est ni une solution miracle universelle, ni un poison inévitable. C'est une intervention nutritionnelle profonde qui modifie pratiquement tous les grands circuits du métabolisme humain. Et comme toute intervention puissante, ses effets dépendent largement de la personne qui la suit. C'est peut-être l'idée la plus importante de tout ce documentaire. Nous parlons souvent des régimes comme s'ils produisaient exactement les mêmes résultats chez tout le monde. Pourtant, la biologie raconte une toute autre histoire. Imaginez 2 personnes. La première présente un excès de poids important, une résistance à l'insuline, une consommation élevée d'aliments ultra transformés et une faible activité physique. La seconde est déjà mince, pratique un sport de haut niveau, possède une excellente santé métabolique et suit depuis longtemps une alimentation équilibrée. Si ces 2 individus adoptent exactement le même régime carnivore, leurs organismes ne partiront pas du même point. Leur adaptation ne suivra probablement pas le même chemin. Leurs bénéfices potentiels ne seront pas identiques, leurs risques non plus. La nutrition moderne évolue justement vers cette compréhension. Il n'existe probablement pas une alimentation idéale pour l'ensemble de l'humanité. Il existe des principes généraux solides, puis des réponses individuelles influencées par la génétique, l'âge, le mode de vie, les maladies préexistantes, le microbiote intestinal, le sommeil, le niveau de stress et de nombreux autres facteurs. Le régime carnivore illustre parfaitement cette réalité. Chez certaines personnes souffrant d'obésité ou d'une mauvaise santé métabolique, la suppression des aliments ultra-transformés, des boissons sucrées et d'une partie importante des glucides raffinés peut s'accompagner d'une perte de poids, d'une amélioration du contrôle glycémique et d'une diminution de certains facteurs de risque métabolique. Cependant, ces améliorations ne sont pas nécessairement exclusives au régime carnivore. Des approches alimentaires variées, lorsqu'elles favorisent des aliments peu transformés, un apport énergétique adapté et une meilleure qualité nutritionnelle, peuvent également conduire à des bénéfices similaires. Cette distinction est essentielle. Elle rappelle que plusieurs chemins différents peuvent parfois conduire à des améliorations comparables. À l'inverse, certaines personnes peuvent rencontrer davantage de difficultés. Une augmentation importante du LDL, des troubles digestifs persistants, une alimentation difficile à maintenir socialement, une diminution des performances dans certains sports ou simplement une sensation de bien-être moins bonne qu'auparavant. Là encore, ces réactions ne signifient pas que le régime est universellement mauvais. Elles montrent simplement qu'aucune stratégie nutritionnelle ne convient parfaitement à tous les organismes. La question de la durée mérite également d'être abordée. Les adaptations observées pendant quelques semaines ne prédisent pas automatiquement ce qui se produira plusieurs années plus tard. C'est un point fondamental. La plupart des réponses métaboliques à court terme sont aujourd'hui relativement bien décrites. En revanche, les données concernant un suivi strict du régime carnivore pendant de très longues périodes restent limitées. Cela ne prouve ni son innocuité complète, ni sa dangerosité certaine. Cela signifie simplement que certaines réponses nécessitent encore davantage de recherche. La science progresse souvent plus lentement que les débats sur Internet, et c'est normal. Les études de longue durée demandent des années, parfois des décennies. Pendant ce temps, les réseaux sociaux diffusent quotidiennement des milliers de témoignages. Certains sont sincères, d'autres sont exagérés. Beaucoup décrivent une expérience authentique, mais une expérience individuelle, aussi impressionnante soit-elle, ne permet pas à elle seule de démontrer qu'un régime produira les mêmes résultats chez tout le monde. C'est précisément pour cette raison que les chercheurs accordent une grande importance aux essais cliniques, aux études de cohorte et aux analyses systématiques. Ces méthodes ne sont pas parfaites, mais elles permettent de distinguer progressivement les tendances générales des cas particuliers. Alors, que peut-on affirmer aujourd'hui avec un niveau de confiance raisonnable ? Nous savons que le corps humain possède une remarquable capacité à fonctionner avec très peu de glucides grâce à des mécanismes comme la kétogénèse et la gluconéogénèse. Nous savons également qu'une alimentation riche en protéines favorise souvent la satiété et peut faciliter la réduction des apports énergétiques chez certaines personnes.
Nous savons aussi que de nombreux marqueurs métaboliques, comme les triglycérides ou la glycémie, peuvent s'améliorer dans certains contextes. Nous savons aussi que le LDL augmente parfois de manière importante chez certains individus, ce qui justifie un suivi attentif et une évaluation personnalisée du risque cardiovasculaire. Nous savons enfin que plusieurs questions importantes, notamment concernant les effets à très long terme sur certaines populations, restent encore ouvertes. Autrement dit, les certitudes existent, mais elles cohabitent avec des zones d'incertitude. Et reconnaître cette nuance est probablement la position la plus fidèle à l'état actuel des connaissances. Alors, comment une personne intéressée par le régime carnivore peut-elle aborder cette question de manière responsable? La première étape consiste à définir son objectif. Cherche-t-elle à perdre de poids, à améliorer son contrôle glycémique, à gérer certains symptômes digestifs, à optimiser ses performances sportives ou simplement à expérimenter une nouvelle façon de s'alimenter? Le contexte donne du sens aux décisions. Ensuite, il est prudent d'observer les réponses de son propre organisme au lieu de se fier uniquement aux expériences des autres. L'évolution du poids, la qualité du sommeil, l'énergie, les performances physiques, les analyses biologiques, la pression artérielle, le bien-être général. Tous ces éléments apportent des informations beaucoup plus utiles qu'un débat idéologique. Dans certaines situations, notamment en présence de maladies chroniques, d'une grossesse, d'une insuffisance rénale, d'un diabète traité par certains médicaments ou d'autres conditions médicales particulières, un accompagnement par un professionnel de santé est particulièrement important avant d'entreprendre un changement alimentaire majeur. Le corps humain est extraordinairement adaptable, mais cette capacité d'adaptation mérite d'être accompagnée avec prudence lorsque des facteurs médicaux entrent en jeu. Finalement, le régime carnivore nous enseigne quelque chose qui dépasse largement la nutrition. Il nous rappelle que le corps n'est pas une machine figée, c'est un système dynamique. Chaque repas déclenche une cascade de signaux hormonaux, chaque nutriment influence milliers de réactions cellulaires, chaque changement alimentaire pousse l'organisme à rechercher un nouvel équilibre. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de cette exploration. Notre santé ne dépend pas d'un seul aliment, ni d'un seul nutriment, ni même d'un seul régime. Elle résulte de l'interaction permanente entre notre biologie, notre environnement, notre mode de vie et les choix que nous faisons jour après jour. Le régime carnivore est l'une des démonstrations les plus spectaculaires de cette incroyable capacité d'adaptation. Mais il n'est qu'un chapitre de l'histoire beaucoup plus vaste de la physiologie humaine. Car au fond, ce qui mérite le plus notre fascination n'est peut-être pas un régime particulier, c'est le corps lui-même, sa capacité à survivre, à s'adapter, à apprendre et à réorganiser en permanence ses billions de cellules pour continuer à fonctionner dans un monde en perpétuel changement. Si ce documentaire nous apprend une chose, c'est que les réponses simples sont rarement suffisantes lorsqu'il s'agit du corps humain. Le régime carnivore peut entraîner des adaptations métaboliques réelles et parfois spectaculaires. Certaines peuvent être bénéfiques dans des contextes précis, d'autres soulèvent encore des interrogations qui nécessitent davantage de recherche. La meilleure approche n'est donc ni l'enthousiasme aveugle, ni le rejet systématique. C'est la curiosité. Observer les faits, comprendre les mécanismes, reconnaître ce que la science sait déjà et ce qu'elle cherche encore à découvrir. Car plus nous comprenons le fonctionnement du corps humain, plus une vérité s'impose. Notre organisme est infiniment plus intelligent, plus adaptable et plus complexe que n'importe quel régime alimentaire. Et c'est peut-être cela, le véritable secret que révèle le régime carnivore lorsqu'on le regarde sous le microscope.